Alors j'en profite pour remercier les licences 3 de la licence métier de l'écrit, voilà, qui nous ont été, vous l'avez vu, d'une grande aide aujourd'hui. Et la tradition qui s'est mise en place veut qu'une des tables rondes soit animée par deux étudiantes. Vous êtes beaucoup d'étudiantes dans cette licence, j'ai remarqué. Soit animée par deux étudiantes. Et donc, on vous remercie toutes les deux, Natacha Baudot et Léa Gourgaud. Bonjour à tous et bonjour Émilie Blanc. Tout d'abord, nous vous remercions toutes les deux d'être ici avec nous et nous allons, si vous le voulez bien, vous présenter en quelques mots. Vous êtes historienne de l'art et en 2018, vous avez reçu le second prix de l'Institut du genre pour votre thèse Art Power, tactique artistique et politique de l'identité en Californie entre 1966 et 1990, dans laquelle vous explorez l'évolution des relations entre art visuel et politique de l'identité après le Black Power Movement. On trouve donc au cœur de votre travail de recherche une réflexion qui s'interroge sur les liens entre art et politique et qui se construit autour notamment des études culturelles et des théories féministes afin de remettre au cœur de l'histoire de l'art les personnes noires, les personnes LGBTQIA+, mais également et surtout les femmes. Dans cette optique, vous aviez déjà participé en 2020 à la publication collective de l'ouvrage Constellation subjective pour une histoire féministe de l'art. Et vous êtes aujourd'hui présente pour nous parler de votre tout nouvel ouvrage que j'ai ici, Devenir une artiste, le Feminist Art Programme Californie 1970-1972, dans lequel vous présentez le programme construit et fondé par Judy Chicago en 1970, qui est donc un programme à rebours du traditionnel enseignement patriarcal dans le monde de l'art, qui propose un dialogue autour de la notion d'artiste femme, ou plutôt de femme artiste. Et donc justement, dans votre livre, vous évoquez l'angoisse d'être considérée comme une femme artiste. Alors en quoi cette appellation, elle se distingue du simple statut d'artiste et en quoi c'est une source d'angoisse pour vous ? Donc, bonjour, je me joins à Emmanuel Verlet pour vous remercier pour tout votre travail. Donc effectivement, dans le livre, je cite notamment une critique d'art, historienne de l'art qui s'appelle Lucie Lippard, qui explique qu'à ce moment, dans les années 70 en tout cas, c'était un compliment qu'on dise « tu peins par exemple comme un artiste homme ». Et pour citer un autre exemple, pour partir vraiment de l'ouvrage, donc ça a regroupé différentes artistes en fait, qui sont joints à ce programme d'enseignement artistique. Et une d'entre elles, par exemple, n'a pas rejoint de suite parce qu'elle avait peur d'être associée à des artistes femmes, à l'idée d'être une artiste femme. Et en fait, la difficulté qui se posait, c'était qu'il y a une forme d'art, ça a été étudié par différents historiens et historiennes de l'art, notamment Griselda Polak, un art qui s'affirme un petit peu comme neutre, universel, mais pour autant, en fait, qui cache des préjugés, qui cache aussi des rapports de pouvoir. Et c'est un art qui, souvent, implicitement, est associé au masculin. Et l'angoisse d'être associé à un art féminin ou à une artiste femme, c'est finalement d'être considéré comme un art autre. On n'est pas vraiment un artiste, une artiste, on fait partie d'une catégorie, mais d'un art autre et pas de l'art en général. Et c'est cette question-là, comment aussi on place dans une catégorie alternative. Et la question aussi de la réception des œuvres est parfois assez pertinente aussi à voir pour ça, comment on va parler parfois d'œuvres d'artistes hommes ou d'artistes femmes en des temps différents. Voilà. Et c'est effectivement cette angoisse d'être mis de côté et de ne pas être considéré peut-être à part entière comme un artiste. Merci beaucoup. Dans votre ouvrage, donc, vous explorez différentes formes artistiques que sont celles qui ont été proposées par le Feminist Art Programme, notamment des formes plastiques, scéniques, littéraires. Vous-même, vous faites le choix pour retranscrire ce travail de recherche du support littéraire. Selon vous, comment est-ce que dans les luttes féministes, les supports artistiques, littéraires, plastiques, scéniques parviennent-ils à se mêler pour véhiculer un même message ?
Oui, effectivement, je pense qu'il y avait des croisements. Si on part en tout cas du Feminist Art Programme, il y avait un atelier de lecture en fait que les étudiantes organisaient. Donc elles avaient toute une série de lectures et donc des ateliers où elles pouvaient aussi en discuter. Et je pense que c'est important à plusieurs titres. D'abord parce que ça permet aussi de se situer quelque part dans une histoire ou un présent, si c'est de la littérature contemporaine, un présent en fait de création, dans lesquels elles pouvaient se retrouver, parce que peut-être ça croisait, ça faisait écho en tout cas à leur propre subjectivité, à leur expérience. Parce que ce qui manquait vraiment à ce moment-là, quelque chose qui revient beaucoup dans les écrits, notamment des militantes féministes aussi, c'est qu'il n'y a pas... On manque de représentation en fait dans la culture. C'est-à-dire c'est comme si on n'avait pas de représentation, des personnages en fait qui puissent représenter ce que l'on ressent. Et c'était réellement un manque en fait. Et je pense que la littérature et en même temps les arts visuels à ce moment-là ont posé ces questions-là, c'est-à-dire comment on élargit le spectre des représentations, que ce soit par la voie littéraire ou par la voie du visuel. Et ça permet aussi de créer, de s'identifier. De questionner peut-être aussi ce que l'on vit, de le resituer dans un spectre plus large. Merci beaucoup. Pour continuer, ce qui apparaît clairement à la lecture de votre essai, c'est un vrai travail de recherche, d'archives, de documentation, etc., qui est très important et très conséquent. Est-ce que vous pourrez nous expliquer comment vous vous y êtes prise, comment est né cet ouvrage, quel est le processus de création de votre essai? Oui, tout à fait. Alors c'est un ouvrage qui reprend une partie de ma thèse. Ça m'a permis d'approfondir en fait ce programme d'enseignement artistique. Et ce qui est très important pour moi en histoire de l'art, c'est toujours de faire attention aux paroles en fait des artistes, à leurs propos. Ça fait partie, pour moi, c'est un réel point. Je m'y attache beaucoup. Donc, ça a été retrouver des écrits, des paroles en fait, et des artistes ou de celles qui ont mis en place le programme. Et là, c'est bien parce qu'elles ont vraiment eu conscience aussi un rapport à l'histoire très fort et qu'elles étaient aussi en train de vivre un moment historique qu'il fallait documenter. Et elles avaient vraiment cette conscience que c'était important en fait qu'il y ait une documentation. Donc, elles ont laissé des traces. Donc ça, c'est très bien. Et ensuite, c'est un travail autour des œuvres, voilà, pouvoir voir les œuvres, pouvoir les observer. Et après, c'est croiser aussi donc, les questions liées à l'histoire de l'art et aussi les théories. Les théories, et dans ce cadre-là, surtout féministes, et les resituer aussi par rapport au mouvement activiste. Donc voilà, croiser l'art, la théorie, l'histoire, le contexte historique et social, voilà, avec une attention forte aux œuvres et une attention forte aux propos des artistes. Il y a des archives qui sont présentes au California Institute of the Arts, parce que le programme s'est déroulé en partie dans cet établissement. Il y a aussi un documentaire, alors je ne le cite pas parce que je manquais parfois un peu de place, je ne peux plus citer tout ce que je voulais. Mais voilà. Mais il y a un documentaire qui existe, qu'on retrouve d'ailleurs sur Internet, je crois, de Johanna Demetrekas, qui s'appelle Woman House, qui documente une partie en fait, de leur travail. Et c'est vraiment assez passionnant parce qu'on voit vraiment les œuvres. En fait, on se balade, elles ont réaménagé une maison. Et à ce moment-là, les artistes du Feminist Art Programme. On peut écouter les personnes qui visitent l'exposition, on a leur ressenti. Donc ça, c'est une source aussi importante pour ce programme. Voilà. Mais il y avait cette importance de documenter. Ça se traduit aussi par ce documentaire. Et du coup, c'est vrai que pour les historiens et les historiennes, c'est aussi très important de pouvoir revenir sur ces archives. Merci beaucoup. Vous mettez en lumière des femmes qui ont eu à cœur donc de briser les tabous, de refuser les codes de la pudeur traditionnelle qu'on associait à l'art féminin, notamment en parlant de menstruation, d'anatomie sexuelle. Pour vous, en quoi est-ce que cela était si important et pourquoi est-ce que ça a pris tant de place dans leur travail ? Je pense que ça a été un des questionnements forts dans le cadre des années 70 dans les mouvements féministes. C'est-à-dire que jusqu'ici, en tout cas voilà, aux États-Unis, il y avait une sorte de confiscation aussi des discours sur la sexualité, des discours sur les corps. C'est-à-dire que il y a eu tout un tas de littérature sur le sujet, dans le sens que finalement, le sexe féminin était un non-sexe en fait. Ça a pu être, ça a été théorisé aussi dans la psychanalyse. Et il y avait vraiment cette question de se réapproprier en fait son corps, de se réapproprier sa sexualité.
et de pouvoir, voilà, et ça a pu accompagner pour le resituer peut-être avec, dans le contexte historique, il y avait aussi le premier mouvement du self-help gynécologique, donc on est aussi dans ces réflexions-là, c'est-à-dire comment se réapproprier en fait nos corps. Voilà. Merci beaucoup. Ensuite, donc, le Feminist Art Programme, il est créé, donc, comme vous l'avez dit, dans les années 70, tout début des années 70. Mais vous mentionnez le guide des violences sexistes et sexuelles en école d'art en 2022 qui témoigne toujours de préjugés et de discrimination. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous constatez une évolution de ces violences en étudiant le monde de l'art aujourd'hui en France et ailleurs ? Est-ce que vous pensez qu'un ouvrage comme le vôtre qui rappelle des modèles alternatifs, qui rappelle que ces modèles sont possibles, est-ce que ça participe à faire évoluer la situation ? Oui, effectivement. Malheureusement, c'était aussi peut-être un des enjeux en fait, de revenir sur ce programme. C'est notre actualité qui font que les violences sexistes, même de la part, dans le cadre des enseignements, en fait, existent encore. Et il y a effectivement ce guide qui a été publié. Il y a tout un tas de réflexions sur les écoles d'art et justement comment faire qu'on ne reproduise pas des rapports de pouvoir au sein de ces institutions sont toujours d'actualité. On a aussi et il y a eu des études sur la montée des masculinismes qu'on peut retrouver en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et donc, malgré tout, ça reste effectivement des questionnements très actuels, dans un autre contexte, peut-être, évidemment. Et je pense, alors, qu'il est important, et aussi ça fait un parallèle finalement avec même le Feminist Art Programme, où on l'a évoqué, que le rapport à l'histoire était très fort. Et elles ont elles-mêmes aussi fait tout un travail de recherche en fait en histoire de l'art sur des artistes qui étaient plutôt invisibilisés. Et il y avait une volonté de pouvoir se situer dans une histoire permet, je pense, de donner de la force, de prendre aussi, c'est une manière d'analyser aussi les choses, mais de savoir que finalement, il y a eu des alternatives avant, qu'il y a eu des luttes dans le passé. Je pense qu'effectivement, ça peut donner des idées, ça peut donner un sentiment de force, de confiance, de se rendre compte que finalement, le problème est historique et structurel. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que ce programme en fait, est important encore aujourd'hui, en tout cas à discuter et à penser. Merci. On pourrait, en constatant que le Feminist Art Programme n'a duré que 2 ans, donc de 1970 à 1972, se dire que ça a été un échec, que ce programme a été vain, qu'il n'a pas porté ses fruits. Est-ce le cas selon vous, ou est-ce que le Feminist Art Programme, en seulement 2 ans, a réussi à atteindre l'objectif qu'avait fixé Judy Chicago en permettant aux femmes qui ont participé de devenir des femmes artistes et non pas des artistes femmes? Oui, en effet. Il y a vraiment 2 années fortes en fait, qui sont de 1970 à 1972. Après, le programme continue, mais de manière moins, effectivement, vous avez raison, de manière moins forte en fait, dans l'établissement. Je ne sais pas, quelque part, peut-être, oui, il y a... Mais bon, l'échec, finalement, fait apprendre. Mais oui, c'est bien, c'est intéressant parce qu'en tant qu'historien ou historienne, on ne doit pas mythifier non plus. Et pour moi, c'était aussi un des enjeux que j'avais peut-être moins fait dans ma thèse, c'était aussi de montrer les difficultés, les paradoxes, en fait, les complexités du programme. Parce que c'était pas si simple. Voilà, bon, ça c'est intéressant. Et ce qui s'est passé, et notamment au California Institute of the Arts, qui était un nouvel établissement artistique à ce moment-là, une nouvelle institution qui se créait, c'est, je pense qu'au bout d'un moment, le positionnement en fait, féministe, notamment de Judy Chicago et aussi de Myriam Shapiro, mais Judy Chicago peut-être avait vraiment une volonté d'indépendance et d'autonomie peut-être plus forte, faisait que l'institution, en fait, peut-être ne tolérait plus à un moment donné. Parce que l'institution doit répondre à des financeurs, l'institution doit répondre... Enfin voilà, disons que c'est dur de garder une complète indépendance dans une institution. Je pense que c'est ça. Peut-être que ça a montré comme faille, et aussi peut-être les difficultés, parfois les difficultés d'ego, de fort ego qui se croisent. Ça aussi, c'est possible, voilà, que ça a pu jouer.
Mais je pense que ça fait réfléchir à ça. C'est effectivement comment avoir un problème le plus autonome, le plus indépendant, qui parfois peut-être fait émerger effectivement des subjectivités qui sont très critiques, qui remettent en question finalement des fonctionnements. Comment peuvent-elles exister, dans quel cadre ? Et si c'est dans l'institution, comment faire pour que ça perdure ? C'est vraiment un réel enjeu, vous avez raison. Et du coup, c'est un enjeu certainement des écoles d'art aujourd'hui, malgré tout, parce que pareil, elles dépendent très souvent des mairies, elles dépendent aussi des ministères de la Culture. Donc effectivement, voilà, ça pose un réel questionnement finalement de l'indépendance et quelque part de la liberté de création, qui se pose d'ailleurs même au-delà. Mais c'est un réel enjeu, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, vous évoquez un certain nombre d'œuvres dans votre essai qui traitent la solitude des femmes. Et je voulais savoir, est-ce que vous pensez que justement le Feminist Art Programme, il a représenté un refuge pour ces artistes ou un lieu de sororité ? Oui, je crois que ça a été un refuge. Il y a eu une idée de refuge, notamment peut-être quand il s'est créé d'abord au Fresno State College, c'était en Californie centrale, dans une zone plutôt rurale. Les artistes ont créé un atelier à part aussi de l'école. Donc c'était vraiment, et elles l'écrivent, hein, pour elles c'était à la fois justement se séparer des préjugés, ou qu'elles pouvaient ressentir, des préjugés sexistes qu'elles pouvaient ressentir, notamment par des enseignants ou par le même d'ailleurs des étudiants. Et c'était aussi être en dehors de l'espace domestique, vraiment trouver une forme de liberté et de pouvoir créer sans injonction, sans contrainte. Donc il y a eu ce côté-là effectivement de refuge, même si c'était aussi très compliqué et c'était très exigeant le travail qu'elles ont réalisé sur différents plans. Et il y avait une volonté aussi vraiment effectivement de créer un rapport fort entre elles, hein. Le rapport collectif, le travail collectif, c'est-à-dire les échanges entre elles étaient très très forts. Que ce soit, elles pouvaient s'aider d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue des idées. Donc il y avait énormément d'échanges. Donc je pense, oui, ça a été quelque part un rôle de refuge et aussi de sororité, on peut le dire. Évidemment, après, c'est une expérience parmi d'autres avec des artistes qui étaient peut-être surtout de classe moyenne et supérieure, notamment après dans le cas de Los Angeles, blanches. Et bon, donc c'est un exemple quelque part de collectif et de sororité qu'elles ont créé, tout à fait. Et justement, en étudiant les parcours de ces différentes femmes, donc, parce que dans vos recherches, vous avez étudié des parcours de vie particuliers, lu des textes qu'elles avaient elles-mêmes écrits, est-ce que l'un de ces parcours de vie vous a, particulièrement touché, particulièrement ému peut-être ? Parmi les parcours de vie, j'essaie de réfléchir, qu'est-ce qui m'aurait le plus touchée, parce que c'est vrai qu'elles ont toutes des parcours assez passionnants. Il y en a plusieurs effectivement qui après, ça les a vraiment, elles ont globalement continué, pas toutes, hein, mais leur carrière artistique. Si on prend, je crois par exemple, c'est Judy Chicago qui l'avait expliqué. Si on part de leur expérience au Fresno State College, je crois qu'elles étaient environ 15, pardon. Tout d'un coup, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y en a 9 qui ont continué effectivement leur pratique. Et je ne sais pas si vraiment il y a un parcours parmi elles qui m'a le plus touchée. Je crois que c'est plus l'ensemble de leur parcours que je trouve riche. D'accord, merci beaucoup. Et une dernière question, du coup. Pourquoi, selon vous, c'est important de lire Devenir une artiste, le Feminist Art Programme de Californie ? Je crois que c'est important il y a plusieurs intérêts qu'on peut retrouver. Bon, si on s'intéresse peut-être à l'art des années notamment 1970, hein, ça permet de voir comment elles ont peut-être travaillé sur des formes à ce moment-là qui étaient plutôt expérimentales, notamment la performance, mais aussi l'installation. On peut le voir ici où en fait elles sont en train elles retapent toute une maison pour installer Woman House, donc un projet d'installation à l'échelle vraiment d'une maison. Donc c'est important peut-être si on s'intéresse à ce qu'elles ont insufflé comme nouveau type de langage ou nouveau contenu en fait qu'elles ont apporté, parce que c'était des contenus assez nouveaux. C'est vrai qu'aujourd'hui peut-être c'est moins,
on est plus habitué, et encore que, il y a encore des censures, il y a encore des difficultés pour exprimer certaines, notamment la question des menstruations, est très très difficile, voilà. Mais voilà, des contenus qui n'étaient pas du tout abordés à l'époque, même les violences. Il y a des œuvres très fortes en fait sur les violences faites aux femmes à ce moment-là. C'était vraiment des sujets qui étaient déjà tabous dans la société, mais qui étaient aussi tabous globalement en art. Donc ça, je pense que voilà, si on s'intéresse sur les questions de pédagogie, je pense que ça peut être intéressant aussi, et sur les rapports entre féminisme et art. Voilà. Il nous reste 2 minutes avant qu'on doit vous libérer. Si vous voulez lire un extrait de votre essai, on en serait vraiment ravis. C'est un passage en particulier. Eh bien, oui. C'est une bonne idée. Peut-être je peux vous lire juste un petit peu le début. Ouais, je pense que c'est bon. Allez. Je vais vous lire le début. C'est une partie de l'introduction. Peut-être ça permet de bien cadrer en fait disons le propos et la manière dont le programme s'est créé. En 1970, la Jack Glenn Gallery publie 2 encarts publicitaires dans la revue Art Forum pour promouvoir l'exposition de Judy Chicago au California State College à Fullerton et annoncer le changement de son nom de famille. Dans le numéro du mois d'octobre, le premier encart montre l'artiste les cheveux courts, portant un bandana autour de la tête et des lunettes noires, soit une allure a priori non alignée sur les formes de la féminité, sur les normes de la féminité dominante. Un texte manuscrit accompagne le portrait photographique. Judy Gerowitz se défait de tous les noms qui lui ont été imposés par la domination masculine et choisit librement son nom, Judy Chicago, et annonce ainsi son choix de remplacer son nom, celui de son premier mari, Jerry Gerowitz, par sa ville de naissance. Cette modification, laquelle a nécessité l'autorisation légale de son second époux, Lloyd Amroll, conformément à la législation alors en vigueur, traduit sa volonté de récupérer la maîtrise de son identité. Au-dessous, la photographie est de nouveau reproduite. Il est précisé à gauche « Judy Gerowitz One Man Show, Cal State Fullerton ». Je ne vous lis pas les dates, peu importe. Cependant, le nom Gerowitz est barré et Chicago est écrit au-dessus. Il en est de même pour le mot « man » remplacé par celui de « woman ». À travers cette annonce, Judy Chicago interroge le biais de genre, traversant le monde de l'art, et revendique son identité d'artiste et de femme. Il ne faut mentionner que dans les années 1970, s'affirmer comme appartenant au groupe social des femmes s'inscrit dans une posture militante, notamment en réponse aux prises de conscience grandissantes de la subordination au sein des groupes politiques, afin de s'organiser pour leur propre émancipation. Une deuxième publicité paraît au mois de décembre. 6 ans avant que Pat Pineda ne soit la première boxeuse licenciée de l'État de Californie, une photographie de Jerry McMillan montre Chicago sur un ring. L'artiste porte des bottes de sport à lacets et des gants de boxe. Adossée contre les cordes, le regard vers l'objectif, elle arbore une expression déterminée. Sa posture confiante, renforcée par l'effet de contre-plongée, incarne son désir de combattre les stéréotypes en s'éloignant du tabou de l'agressivité chez les femmes. Peut-être terminer par cette citation de Judy Chicago. Comme elle le précise, la grande lutte pour ma propre libération a vraiment consisté à reconnaître que c'était ma personnalité d'être bruyante et autoritaire et que mon sexe n'avait rien à voir avec cela. Merci beaucoup, Émilie Blanc.